Cette semaine, dans votre émission, les animaux meilleurs alliés de la protection de l'environnement. Au Japon, les chercheurs étudient à la loupe leur comportement pour tenter de prévenir les tremblements de terre. Certains pensent que c'est parce que les animaux ont une ouïe ou un odorat très développé. Mais je crois simplement que les animaux ont un sixième sens. Gadgets ou avancées biotechnologiques, en France, des têtards fluorescents sont utilisés pour sonder la qualité de l'eau. Les têtards sont effectivement utilisés ici comme des sentinelles. La vache, animal sacré, bénédiction aussi pour l'environnement. En Inde, l'urine de vache pourrait remplacer les pesticides et les engrais pour améliorer les cultures. L'urine et la bouse de vache permettent de maintenir la vie dans les sols. On dit souvent que les animaux ont un sixième sens. En symbiose avec la nature, ils pourraient même prévoir la météo. Prenez ces papillons, par exemple. Lorsqu'ils désertent les boutons de fleurs avec les abeilles, eh bien on peut soi-disant s'attendre à du mauvais temps. Rien de très scientifique là-dedans. Et pourtant, au Japon, des spécialistes misent gros sur les animaux domestiques pour alerter les hommes en cas de tremblement de terre imminent. Reportage sur place au Japon, Marie Linton. Un serpent, une souris, des chats et des poissons. Voici les sismologues du futur, selon Naoyuki Yada. Depuis 18 ans, ce chercheur en physique est convaincu que les animaux sont capables de prévoir les tremblements de terre. Certains pensent que c'est parce que les animaux ont une ouïe ou un odorat très développé, ou bien parce qu'ils ressentent les ondes électromagnétiques. Mais je crois simplement que les animaux ont un sixième sens. Contrairement à l'homme, les animaux réagissent librement quand ils sentent une menace. C'est le cas avant un séisme. Pour démontrer sa théorie, le chercheur a placé des capteurs sur tous ces animaux. Une façon de savoir s'ils sont plus agités à l'approche d'un séisme. Conclusion de ces années d'expérience, probante selon le professeur Yada, mais pas non plus irréfutable. Ce graphique montre le nombre de mouvements de nos chats enregistrés chaque jour. D'habitude, on obtient un chiffre d'environ 200. Mais 2 jours avant le grand séisme du 11 mars 2011, ce chiffre a beaucoup augmenté. Depuis des siècles, les Japonais observent des comportements étranges chez les animaux quelques jours avant des séismes majeurs. Cela s'est produit avant les séismes de Kobe en 1995 et celui du Tohoku en 2011. À 18 ans, Mao défend aussi cette théorie. Elle a même demandé un kit et un poisson-chat d'Amazonie au professeur Yada. Quelques jours avant un grand séisme en décembre, le poisson s'est cogné plusieurs fois contre la vitre. Il agitait l'eau à la surface et son nombre de passages devant les capteurs a beaucoup augmenté. Le problème, c'est que les scientifiques ont toutes les peines du monde à prouver leur thèse. Chercheur dans une école vétérinaire, le professeur Ota pensait détenir la clé en montrant que les animaux réagissaient aux ondes électromagnétiques émises avant un séisme. Ces études ont duré 15 ans, en vain. Il est très difficile de travailler sur les animaux. Il est impossible de reproduire exactement les mêmes conditions d'expérimentation, car les animaux réagissent à tout, même au mouvement de leur maître. On ne peut donc pas isoler un facteur en particulier. Observer les animaux n'est peut-être pas infaillible, mais les sismologues non plus n'avaient pas vu venir le tremblement de terre suivi du tsunami destructeur de mars 2011. Alors, les animaux continuent d'être auscultés avec attention pour anticiper les séismes, comme dans la ville de Susaki, qui vient de lancer un programme dans ce but. Les amphibiens comme cette grenouille sont une espèce qui régresse un peu partout dans le monde sans que l'on comprenne vraiment pourquoi. Ce que l'on sait, c'est qu'elles sont particulièrement sensibles à la pollution et aux produits chimiques. Alors une entreprise française a décidé d'en faire un atout. Des têtards deviennent des indicateurs de pollution. Regardez. Ce ne sont pas des têtards ordinaires. Ils ont été conçus dans ce laboratoire pour avoir des propriétés bien particulières. On ajoute un marqueur génétique tel que l'on peut le retrouver dans les méduses ou dans les lucioles qui fabrique une fluorescence, une lumière lorsque le système génétique de ces têtards est affecté par la présence
de substances, de polluants qui peuvent se retrouver dans l'eau. La magie opère dans cette machine, la Frogbox. C'est encore un prototype. Les têtards sont insérés dans ce récipient d'eau. Ils passent ensuite sous une caméra équipée d'une lumière UV. Rien de visible à l'œil nu, mais si les têtards deviennent vert fluo, cela veut dire que l'eau est polluée. On va retrouver la mesure de fluorescence et ici un pic correspond donc à un tétard qui s'est allumé en présence de résidus pharmaceutiques, de micropolluants, de pesticides. Voilà à quoi cela ressemble au microscope. Lorsque cette partie s'allume, cela veut dire que la pollution est assez importante pour être dangereuse pour l'homme. Certains têtards sont sensibles aux polluants qui affectent le système thyroïdien, d'autres à des substances qui inhibent le développement du cerveau et pas seulement chez les grenouilles. Beaucoup de fonctions physiologiques sont conservées entre ces larves aquatiques et la santé humaine. Ce sont les mêmes hormones thyroïdiennes qui contrôlent la métamorphose d'un amphibien pour transformer un tétard en grenouille et qui contrôlent le développement du cerveau d'un bébé. Nous sommes dans une station d'épuration non loin de là. Ici, atterrit toute l'eau rejetée par les maisons. Elle est contrôlée très régulièrement. Je vais faire un prélèvement d'eau en entrée station, donc l'eau qui vient directement des égouts et du réseau pluvial. Les têtards de Watchfrog ont été plongés dans cette eau en juin 2012. En entrée, puis en sortie après traitement, lorsque l'eau est rejetée dans la Seine. L'idée, c'était de tester l'efficacité des traitements d'épuration. Cette étude nous a permis de confirmer que les effluents, l'eau qui parvenait à la station d'épuration présentait bien ces micropolluants. Par contre, à la sortie, au rejet, ces polluants n'y sont plus. Donc ils ont bien été captés par l'usine de traitement. Les têtards intéressent au plus haut point cet hôpital flambant neuf, à la pointe en termes de respect de l'environnement. Ici, tous les jours, dans le laboratoire, sont utilisés des réactifs et des colorants pour les analyses de sang. 2000 tubes par jour, des produits très polluants. Dans quelques mois, les Frogbox seront installés ici pour analyser les effluents. En France, 10% des résidus de médicaments trouvés dans l'eau proviennent des hôpitaux. Pour les directeurs, l'intérêt est environnemental bien sûr, mais aussi économique. Si nous dépassons des seuils de pollution, on est obligé de payer la décontamination supplémentaire. Donc c'est un objectif aussi économique. C'est une innovation qui est très très intéressante pour nous. Et déjà, Watchfrog négocie en ce moment de nouveaux contrats très juteux, aux États-Unis notamment. Les têtards pourraient y tester l'eau aux abords des sites où l'on extrait du gaz de schiste, une activité pour l'instant interdite en France, considérée comme très polluante pour l'eau. Vous ne croyez voir que de la bouse de vache? Eh bien, regardez un peu mieux. Nous avons devant nous un des engrais bio les meilleurs au monde. Alors, l'utilisation dans l'agriculture du fumier, bien sûr, ça ne date pas d'hier. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est l'exploitation de l'urine de vache. En Inde, on la commercialise et on la met en bouteille pour améliorer les récoltes. Regardez. Dans les rues, au milieu de la circulation, la vache est partout en Inde, et notamment à la ferme. L'animal sacré n'est pas élevé pour sa viande, mais pour son lait et aussi pour son urine. Dans l'état du Kerala, au sud-ouest du pays, la traite ne se passe pas exactement comme partout ailleurs. Ici, c'est bien l'urine des vaches que ces fermiers récoltent. Ils l'utilisent comme engrais pour leurs terres. C'est une option très économique, on n'a pas besoin d'acheter ou d'investir dans quoi que ce soit. J'ai besoin d'utiliser l'urine et la bouse d'une seule de mes vaches, et cela suffit pour enrichir ma terre. Face à l'intensification des cultures, les agriculteurs indiens ont de plus en plus recours à des fertilisants industriels. Mais ceux en vente dans le commerce coûtent parfois cher. Avec l'urine de vache, les fermiers ont trouvé un moyen économique de traiter leurs terres, une pratique ancestrale aux vertus bien connues des scientifiques. L'urine et la bouse de vache permettent de maintenir la vie dans les sols parce qu'elles permettent le développement des bactéries. Les micro-organismes dans les sols prolifèrent et ce sont eux qui augmentent la fertilité de la terre. Les fermiers mélangent urine et bouse de vache avec un peu de canne à sucre, un engrais super puissant gratuit et surtout 100% naturel. Ici, je n'utilise aucun pesticide, que du naturel.
L'urine de vache, c'est excellent. Vous pouvez mélanger 1 litre d'urine avec de la bouse et 10 litres d'eau. Et ça vous donne le meilleur des sprays pendant au moins 1 an. C'est très bon et ça repousse vraiment bien les insectes. L'université du Kerala commercialise déjà la précieuse mixture, quelques centimes par bouteille. L'activité est en plein boom et le succès pourrait ne pas s'arrêter là. D'autres projets vont encore plus loin. Depuis quelques années, une organisation nationaliste hindoue cherche à élaborer un soda à base d'urine de cet animal sacré. Boire ce breuvage serait très bon pour la santé, une idée un peu vache quand même. Et on termine cette émission à la ferme du jardin d'acclimatation à Paris. On l'a vu, ces animaux sont sans doute nos meilleurs alliés, les meilleurs sentinelles aussi, pour nous aider à mesurer notre empreinte sur l'environnement. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous et je vous retrouve très vite sur France 24. À bientôt.